Voilà maintenant plus de 40 ans que l'école française porte une promesse immense. Non seulement accueillir tous les élèves, mais surtout les faire tous réussir. Cette grande ambition, elle est née avec la loi Haby en 1975. Pourtant, on se heurte encore et toujours à la même question. Comment on fait, concrètement, pour transformer cette belle promesse en réalité? C'est ce défi immense qu'on va essayer de décortiquer ensemble aujourd'hui. Cette phrase, c'est qu'un enseignant qui l'a prononcée. Et elle résume parfaitement un malaise très profond. Vous voyez, elle illustre ce grand écart permanent entre les objectifs qu'on fixe dans les réformes et ce qui se passe vraiment au quotidien dans une classe. C'est le symptôme d'un système où finalement, la théorie et la pratique ont beaucoup de mal à se rencontrer, ce qui crée une tension constante pour ceux qui sont en première ligne. Et cette tension, eh bien, elle a des conséquences très concrètes qu'on peut même mesurer. L'enquête Thalys de l'OCDE nous le montre. En France, les profs passent 17% de leur temps de cours à maintenir l'ordre. La moyenne, c'est 13%. Ces 4 points de différence, ça peut paraître peu, mais ce n'est pas anecdotique du tout. C'est du temps en moins pour enseigner, pour aller plus loin, pour aider ceux qui en ont besoin. C'est le signe d'un climat de classe qui est, disons, plus compliqué à gérer. Bon, alors, allons au cœur du problème. Tout part de là, de cette promesse inachevée qui a plus de 40 ans. L'idée, c'était de massifier la réussite. Le premier pari, celui d'accueillir absolument tous les élèves, a été tenu. Par contre, le second, celui de faire réussir tout le monde, ça s'est avéré être une toute autre paire de manches. Parce que la réalité du terrain, c'est ça, une hétérogénéité sociale beaucoup plus marquée qu'ailleurs. En France, 42% des enseignants travaillent dans des collèges avec plus de 30% d'élèves de milieux défavorisés. C'est le double, je dis bien le double, de la moyenne des pays de l'OCDE. Alors face à une telle diversité, l'idée qu'une seule et même méthode pédagogique pourrait convenir à tout le monde, eh bien ça devient une illusion. Et face à ce défi vraiment complexe, la réponse a presque toujours été la même, une nouvelle réforme décidée en haut lieu. Depuis 40 ans, chaque ministre y est allé de sa solution, de son dispositif. Mais cette espèce de valse des réformes n'a jamais vraiment produit les changements profonds et durables qu'on espérait. Alors la question c'est, pourquoi cet échec répété? Un des premiers obstacles, il tient dans cette petite phrase qu'on entend si souvent en salle des profs, « on a déjà essayé ». Ce n'est pas juste du cynisme. Ça révèle une lassitude, une fatigue immense, nourrie par des décennies de réformes qui n'ont pas tenu leurs promesses. Du coup, ça crée une résistance presque instinctive à tout ce qui est nouveau. Là encore, une phrase qui illustre parfaitement le fossé entre la théorie des ministères et la pratique du terrain. Face au modèle pensé d'en haut, les enseignants, eux, opposent leur expérience concrète, la réalité de leur classe. Ce n'est pas un rejet de la nouveauté pour le principe, c'est un pragmatisme qui a été forgé par le quotidien. Et derrière ce scepticisme, on sent aussi une vraie méfiance envers les solutions miracles. Cette réaction, elle souligne une vérité fondamentale. On ne peut pas imposer des pratiques par le haut, sans impliquer, sans construire avec les gens sur le terrain. Décréter le changement, tout simplement, ça ne marche pas. Alors justement, allons-y, sur le terrain. Concrètement, comment tout ce tourbillon de réformes est vécu? C'est quoi la réalité d'un enseignant, souvent seul dans sa classe? Tenez-vous bien, 22%. Ce chiffre est juste saisissant. Moins d'un quart des jeunes enseignants se sentent bien préparés à la gestion de classe à la fin de leur formation. Ça révèle un décalage énorme entre la théorie qu'on leur apprend et la complexité des situations qu'ils vont devoir affronter dès leur premier jour. Et ce sentiment d'être un peu démuni est aggravé par un profond isolement professionnel. Une pratique comme l'observation entre collègues, qui est très courante pour progresser dans beaucoup de pays, est quasi inexistante en France. À peine 2 enseignants sur 10 reçoivent des retours de leurs pairs, contre plus de 8 en Corée du Sud. La porte de la salle de classe se referme et l'enseignant se retrouve seul. La classe reste une véritable boîte noire. Alors, si le changement ne peut pas vraiment venir d'en haut et que l'isolement est la norme, où est la solution? Eh bien, une réponse commence à émerger. Et elle ne vient pas des ministères, mais du terrain lui-même. C'est l'intelligence collective des équipes pédagogiques. Le changement de paradigme, il est là. Il s'agit de passer du modèle de l'enseignant isolé, seul maître à dehors de sa classe, à celui de l'équipe apprenante. Un modèle où les objectifs sont enfin partagés, où on discute des pratiques, on les analyse ensemble et où on résout les difficultés collectivement. Le concept clé derrière tout ça, c'est celui d'organisation apprenante. Alors, ça peut sonner un peu comme du jargon, mais en fait, l'idée est une transformation culturelle profonde. L'école ne devient plus seulement un lieu où les élèves apprennent, mais un lieu où les adultes, les enseignants, apprennent aussi, en permanence et ensemble. Et ce qui est vraiment passionnant, c'est de voir comment ce modèle prend vie. Parce qu'il ne s'agit pas juste de discuter dans son coin, mais bien d'agir sur des leviers très précis pour transformer l'école de l'intérieur grâce à l'énergie des équipes elles-mêmes. Alors justement, en pratique, ça donne quoi? Quelles sont les stratégies tangibles que ces équipes collaboratives mettent en place pour vraiment faire bouger les lignes? Premier levier, et c'est peut-être le plus visible, l'espace physique. On oublie la salle de classe figée avec les traditionnelles rangées d'oignons, les équipes réorganisent tout.
des tables en U, en cercle ou en petits îlots pour encourager la collaboration et adapter la salle aux différentes activités. Deuxième levier, le temps. Là aussi, le modèle rigide de l'heure de cours qui fait 55 minutes vole en éclats. On voit apparaître des emplois du temps beaucoup plus souples, avec des séquences plus ou moins longues, des plages dédiées au projet. L'idée, c'est que le temps s'adapte à la pédagogie et non l'inverse. Troisième levier, qui est crucial, les rôles. L'élève n'est plus vu comme un simple récepteur qui écoute passivement. Il devient un véritable acteur de son apprentissage et de la vie du groupe. Il peut être tuteur pour un camarade, responsable du matériel, rapporteur. Bref, on lui donne des responsabilités qui développent son autonomie. Et tout ça, bien sûr, ça change les méthodes pédagogiques. Le cours magistral traditionnel laisse de plus en plus la place à des approches plus actives. Que ce soit en créant des ponts entre les matières, en utilisant la classe inversée ou en misant sur l'apprentissage coopératif, le principe est toujours le même. Réussir ensemble et non plus chacun pour soi. Et enfin, il y a le numérique. Mais attention, pas comme un gadget ou une fin en soi. Ici, l'outil numérique est vraiment un levier au service de la pédagogie. Il peut faciliter la collaboration, aider à personnaliser les parcours. C'est l'outil qui soutient la vision et jamais le contraire. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce changement-là, ce n'est pas un plan rigide à appliquer à la lettre. C'est un voyage, un processus d'expérimentation qui est guidé par des principes forts. La vision, elle émerge de l'action. On apprend en faisant. Et on part du principe que chaque acteur, à son niveau, peut être un moteur du changement. Tout ça nous amène à une question finale. Après 40 ans à chercher la réforme parfaite, la solution miracle venue d'en haut, et si la véritable transformation était ailleurs? Et si la vraie réforme, finalement la plus simple, mais aussi la plus puissante, c'était tout simplement de faire confiance à l'intelligence du terrain?